le monde et bienvenue dans ce deuxième talk de la rentrée des speakers 2020. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Mathieu Pasneau. Voilà, on s'est rencontrés à pas mal de confs et j'ai toujours adoré ces confs et j'ai toujours été impressionné par ces confs, surtout celle de l'année dernière, quand il arrive avec un volant moteur et plein de câbles et une caisse qui faisait 30 kilos et il commence à nous expliquer comment il avait débogué le moteur de sa voiture et comment il s'était allé dans une caisse récupérer les pièces. C'était assez impressionnant. Donc, quand il nous a dit oui pour parler à la rentrée des speakers, j'étais vraiment ravi. Et surtout quand il nous a dit que le sujet était complètement différent, rien à voir avec l'année dernière, mais au fond un petit peu, parce qu'il nous a dit qu'il voulait nous parler de comment utiliser OAuth pour ouvrir des portes, mais des portes physiques, pas pour se connecter sur une machine. Donc, Exactement. Et mine de rien, c'est un peu dans la continuité de ce que je peux faire et de ce que je peux présenter en conf, parce que c'est encore un usage détourné de plein de trucs, pas possibles. Mais sauf que là, il y a un vrai débouché professionnel, il y a de vrais cas d'usage, il y a une vraie problématique qu'on résout. Donc c'est du hack, mais du hack qui a pris une tournure un petit peu plus professionnelle, mais à la base c'est du hack et je vais expliquer un petit peu d'où ça vient, quoi. je suis ravi de t'avoir ici. Merci encore. Et maintenant, je Plaisir te laisse. partagé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Bonjour à tous. Alors, j'ai le petit chat sur le côté. Je pense que je ne le regarderai pas beaucoup le temps que je présente. Je sais pas si vous n'êtes pas très familier avec O2, c'est pas bien grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment de base sur le sujet pour comprendre ce que je vais vous expliquer, mais plutôt de comprendre comment on fait un login standard quand vous faites un login with Google ou un login with Facebook sur n'importe quel site. Donc, on va voir comment on a réussi à tordre et à triturer le protocole suffisamment pour ouvrir autre chose que des applicatifs. Cette présentation-là, je l'ai déjà faite sous une forme à peu près similaire au O2 Security Workshop il y a un peu plus d'un mois. Donc, c'est eux qui étaient venus me trouver parce qu'ils avaient connu ma boîte et du coup, ils ont voulu un petit peu savoir un petit peu plus sur notre approche et sur la manière qu'on s'y prenait pour pouvoir faire du contrôle d'accès avec OAuth. Donc, maintenant, je la reprends, je la fais à la rentrée des speakers et j'ai amélioré la chose, mais ça reste quelque chose qui se prend pas forcément très très au sérieux. Et j'espère que ça va vous inviter à avoir quelques réflexions autour du contrôle d'accès en général et de la sécurité autre que la sécurité informatique, parce que c'est quelque chose qui nous concerne énormément. Pour me présenter vite fait, moi je suis Mathieu Pasneau, j'ai monté une boîte il y a 2 ans, ça s'appelle Please Open It. On fait essentiellement, on fait que de l'authentification, que ce qui tourne autour de l'authentification, avec Keycloak notamment. Donc je peux refaire un petit coucou à Sébastien qui est ici et qui était dans l'équipe Keycloak. On a pris conscience en fait qu'il y avait une énorme demande autour de l'authentification. En ce moment, par exemple, c'est les banques. Les banques, elles ont des obligations via la norme, notamment des SP2, et ils ont besoin d'énormément d'expertise. Et donc, on s'est positionné là-dessus avec mon associé depuis un peu plus de 2 ans. On fait que de l'authentification sous toutes ses formes. Mais bon, la majorité du temps, ça reste du Keycloak. J'ai un petit village du sud-ouest, à côté de Toulouse, ça s'appelle Pêchabou, même si je n'y suis pas aujourd'hui. Et je peux me définir aussi comme étant le pire cauchemar de Pôle emploi. Ceux qui me connaissent le savent un petit peu ce qui s'est passé. On a trouvé des failles de sécurité assez gênantes chez Pôle emploi sur des mauvais usages de O2 en général. Et c'est ce qui nous a permis aussi pas mal de nous faire connaître et de faire connaître la boîte. Faut pas hésiter à me suivre sur Twitter. Si vous avez des questions aussi, un petit mail ou j'ai un blog. J'essaie de publier tous les mois. Bon là, ça fait 2 mois que j'ai pas publié. J'essaie de publier régulièrement sur tout ce qui est sujet authentification et un petit peu hack autour de l'authentification. Donc, faut pas hésiter à aller y faire un petit tour. Chez Please Open It, on fait du Keycloak as a service que vous pouvez avoir directement sur le site de Please Open It. Et on a fait quelques outils, on fait un petit peu de tooling. On a fait tout un client O2 en Bash
et c'est un truc qui a juste besoin de curl pour pouvoir fonctionner. Donc surtout, faut pas hésiter. C'est disponible sur notre GitHub et ça permet d'automatiser beaucoup d'opérations qui ont un attrait avec O2 ou OpenID Connect. Et on a découvert par nous-mêmes que c'était aussi un formidable outil pour pouvoir expliquer aux O2 et faire un petit peu de formation. Et on a une extension Chrome, pareil, qu'on a mis gratuitement, qui permet d'analyser les process d'authentification sur les sites qui utilisent OAuth2. Donc voilà, faut juste l'installer. Alors, elle est non packagée, l'extension, donc c'est disponible pareil sur notre GitHub. Et quand vous allez vous authentifier sur un site qui utilise OAuth2, ça va détecter certains patterns où on va dire il y a des tokens qui peuvent se balader un petit peu, des choses comme ça. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. C'est quelque chose qu'on a mis librement. Il faut surtout pas hésiter aussi à contribuer dessus. On est très preneur de ce genre de choses. Pour revenir en fait à la base de la sécurité, on va revenir en fait au login et aux manières dont on s'authentifie depuis la nuit des temps. Et en fait, c'est, on va dire à la base, une des bases aussi de notre informatique. On a tous connu plus ou moins ces écrans de login qui peuvent être plus ou moins dégueulasses, forcément. Mais voilà, on a toujours eu le login, le mot de passe. Et en fait, aussi loin qu'on remonte, c'est-à-dire dès qu'on a eu de l'informatique partagée, c'est-à-dire que ce soit des données ou du matériel, très vite, on est arrivé à un système comme ça de compte utilisateur. On a parlé très vite de système d'exploitation aussi qui était multi-utilisateur. Ça a été un des gros arguments de Unix et de Linux un petit peu plus tard aussi, contrairement à Windows qui ne l'était pas dans ses débuts. Et à chaque fois, on est arrivé toujours avec une notion de login et de mot de passe. Et cette notion de login mot de passe, elle est restée pendant très longtemps une des seules sources en fait d'authentification des utilisateurs. Mais en soi, ça a évolué un petit peu depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous utilisez ça sur votre compte Google, mais vous pouvez avoir une authentification, que ce soit une double authentification ou une authentification plus simple, qui n'utilise pas de mot de passe, qui va vous envoyer une notification sur votre mobile et vous validez la connexion depuis votre mobile. Et dans ce cas-là, vous avez accès au compte Google sur l'ordinateur. Et même plus récemment encore, Google, ils ont fait ce système-là pour les mobiles. Donc, ça s'appelle du One-Tap Login. Au moment où on appuie sur le bouton Login, ça va aller rechercher les comptes qui sont sur le téléphone et pas non juste sur le navigateur web. Et de là, vous pourrez après initier une connexion, une session avec des comptes que vous avez déjà enregistrés sur le téléphone. Si je parle du téléphone, c'est parce qu'au niveau de l'authentification, on parle d'utiliser soit quelque chose que l'utilisateur connaît, à savoir son mot de passe, soit quelque chose que l'utilisateur est, c'est-à-dire une empreinte digitale, une reconnaissance faciale, un iris, ou alors quelque chose que l'utilisateur possède et qu'il est le seul à posséder. Et si on prend cette définition-là, le smartphone, ça s'y prête extrêmement bien. Parce que votre smartphone, faut pas rêver. Essayez de vous souvenir la dernière fois que vous l'avez prêté à quelqu'un que vous ne connaissez pas, déverrouillé. Je vais vous le dire tout net, vous le faites jamais. La dernière fois que vous avez oublié votre smartphone chez vous, c'était certainement pas la même fois que vous avez oublié vos clés. Donc, en fait, le smartphone, on y fait extrêmement gaffe, c'est devenu un objet du quotidien. Et le fait qu'on y fasse extrêmement gaffe, c'est quelque chose aussi qu'on peut maintenant utiliser comme source d'authentification. Dernièrement, alors là, c'est encore plus récent, c'est avec les dernières versions de Windows 10, on peut faire de la reconnaissance faciale ou de l'empreinte digitale. Et avec le système Windows Hello, il y a eu une compatibilité qui a été faite avec des nouvelles API web qui s'appellent WebAuthn, donc c'est des API JavaScript, et ça va permettre d'authentifier un utilisateur en utilisant la biométrie qui est disponible sur la machine. Donc, ça marche sur Android, pas encore sur iOS, ça marche sur Windows 10. Et donc là, vous pouvez authentifier un utilisateur. Alors, en vrai, derrière, ça fait un échange de clés. C'est une authentification par clé privée. Mais ce système-là va permettre de se passer complètement du mot de passe. Et non, Sébastien, le vaccin 5G ne te permettra pas de te passer le mot de passe. Mais en fait, quand je vous montre ces systèmes-là, on a une tendance qui est très claire, qui est l'absence de mot de passe. C'est-à-dire, on tend vers du no password parce que si on prend la chose en termes d'UX, le mot de passe, c'est un désastre. Vous n'avez jamais été content d'entrer un mot de passe, vous n'avez jamais été content quand on vous demande de renouveler un mot de passe ou de faire un mot de passe oublié. Donc, si on peut trouver des choses alternatives pour pouvoir s'authentifier sans mot de passe, je vous assure que en tant qu'utilisateur assez avancé avec beaucoup de comptes, eh bien, c'est quelque chose qu'on cherche assez
assez fréquemment. Et en tant que fournisseur de contenu aussi, c'est quand même une bonne source d'embêtement en moins que de ne pas avoir à gérer des mots de passe, mais juste à avoir à gérer des clés où on va pas avoir en fait à faire du mot de passe oublié ou craindre que l'utilisateur il ait noté soit son mot de passe sur un post-it, soit qu'il ait mis, pire, le même mot de passe que sur son compte mail. Et là, il y a Google qui est en train d'expérimenter un module pour Windows. Donc, c'est vendu que aux professionnels et ça permet sur les Windows 10 de se connecter avec son compte Google Apps pour pouvoir déverrouiller sa session Windows. C'est-à-dire que là, on est en train carrément d'éliminer ou en tout cas d'externaliser tout ce qu'on connaissait avec les annuaires LDAP ou l'Active Directory et de le faire passer carrément sur une authentification Google, donc à savoir une authentification OAuth2. Mais voilà, ça va un petit peu plus loin que les applications web, puisque maintenant, ils ont fait un module pour Windows pour pouvoir se connecter avec son compte Google sur Windows. J'ai écrit un blog post il y a un peu plus d'un an, ça s'appelle « Why you should or must use the signing with button », où j'ai expliqué en 2 parties très distinctes pourquoi en tant qu'utilisateur standard, vous avez plus intérêt à utiliser un login with Facebook sur un site internet qui le propose plutôt que le login de base qui est proposé dans le site. Alors, l'argument de base, pour moi, il est simple, c'est de dire que, en fait, plutôt que de mettre le même mot de passe que votre compte Facebook, autant faire un login with Facebook. Je démontre aussi comment on peut gérer vraiment les données, vraiment l'accès aux données que les sites ils peuvent avoir avec le consentement des utilisateurs par rapport aux normes de haute, qu'est-ce qui se passe, et comment Apple aussi a implémenté son propre login with, où en fait ils ont avancé la vie privée, le respect de la vie privée, notamment avec la génération d'adresses email uniques. En fait, ça, ils n'ont rien inventé. C'est vraiment écrit dans les normes de haute. J'explique aussi sur les différents providers comme Google, Twitter ou Facebook, comment vous pouvez révoquer l'accès à des comptes auxquels vous avez, enfin, des applications auxquelles vous avez donné accès, etc., etc. Et il y a une deuxième partie, c'est pourquoi en tant que développeur, alors là vous allez vite le comprendre, pourquoi en tant que développeur vous ferez mieux de mettre un sign-in with Google plutôt que de faire votre propre formulaire de login. C'est juste qu'en fait un formulaire de login, c'est pas un formulaire de login, c'est un formulaire de login, un formulaire d'enregistrement, un formulaire de mot de passe oublié, toutes les détections d'attaque, toute la partie un petit peu chiffrage des mots de passe, etc. En fait, c'est un gros boulot. Et si vous vous adressez au grand public, mettez plutôt un sign-in with Google, vous embêterez beaucoup moins. Et si vous regardez certains gros sites, je pense notamment à Medium, sur Medium, ils ne mettent même plus en avant leur login à eux. Ils mettent en avant un login via les réseaux sociaux. On va chercher forcément, dernièrement, on voit bien cette tendance de passwordless. On va chercher le single sign-on. Alors, le single sign-on, je parle ça au niveau des boîtes, c'est-à-dire professionnellement parlant. Maintenant, vous avez souvent juste un compte Google Apps ou un simple compte Office 365 et il y a des ESN qui passent leur temps à intégrer ces login with avec des applicatifs existants. L'objectif premier, c'est au sein d'une entité, au sein d'une boîte, mais ça peut même être vous en tant qu'utilisateur, de n'avoir plus qu'un seul compte et un seul compte à manager, un seul compte à sécuriser et un seul compte sur lequel on va avoir des méthodes d'authentification beaucoup plus fortes que ce qu'on peut avoir. On va beaucoup utiliser les smartphones et on voit que les smartphones sont de plus en plus utilisés. On vous envoie des SMS de confirmation. On voit que les banques, maintenant, elles envoient carrément des notifications de confirmation parce qu'elles n'ont plus le droit d'utiliser les SMS, mais ça reste le smartphone. Et aujourd'hui, on a considéré que le smartphone verrouillé, à partir du moment où vous avez soit un code PIN, soit une empreinte digitale, c'est quelque chose de sécurisé, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet et il n'y a qu'à voir. De toute façon, faites une petite étude sociale chez vous, essayez de prendre un téléphone dans les mains de quelqu'un quand il est déverrouillé. Vous allez voir que la notion d'appartenance, elle est quand même très, très, très présente. Et pour terminer, on a aussi beaucoup de capteurs en fait qui ont fait leur apparition. Alors, ça n'a pas été inventé, mais ça a été énormément démocratisé avec les empreintes digitales qu'il y a quand même depuis quelques années sur les smartphones en général. Et maintenant, la reconnaissance faciale qui a été notamment démocratisée grâce à l'iPhone X, mais qui arrive de plus en plus et sur laquelle on peut s'appuyer parce que on sait qu'il y a des niveaux de sécurité qui ont été assez élevés. Et au final, le niveau de sécurité d'une reconnaissance faciale est toujours beaucoup plus élevé que celle d'un mot de passe. C'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile d'aller craquer une reconnaissance faciale que d'aller craquer un mot de passe.
Et ça existe toujours. C'est-à-dire, je le précise bien, on en rigole beaucoup, nous, en tant que développeurs, mais le carnet à mot de passe, c'est quelque chose qui existe encore. Et il y a pas plus tard que tout à l'heure, il y a 1 heure, j'ai encore vu un carnet à mot de passe d'une dirigeante de société. Donc oui, ça existe encore. Et il y a même des carnets à mot de passe qui se vendent. Vous allez à la Fnac, vous pouvez acheter mon carnet à mot de passe. Donc si j'avais un conseil à donner, si vous pourriez donner un conseil aux gens qui notent leur mot de passe, c'est vous leur dites, bon, vous faites un fichier Excel, ça va peut-être les rassurer un petit peu, et mettez un mot de passe sur le fichier Excel. Le fait de mettre un mot de passe sur un fichier Excel va déjà le chiffrer. Et voilà, il y a pas mal de choses encore à revoir. Si on parle du X, de manière de rentrer les mots de passe, il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Quand on prend le formulaire de login ici de la banque postale, mais toutes les banques c'est pareil, vous avez ce code à chiffres qui est votre identifiant et vous avez votre mot de passe que vous devez taper sur cet ignoble clavier qui était là juste pour un seul but, c'était d'éviter tout ce qui était keyloggers. En fait, dès que les keyloggers sont apparus et qu'ils ont été contrés par ce truc-là, les keyloggers, ils ont vite été remplacés par des screenloggers. Donc, en fait, les gens filment l'écran plutôt que de repérer les entrées clavier. Donc, au final, ce truc-là, il a résolu un problème pour, au final, en amener un autre. Donc, ça n'a rien de plus sécurisé que ce que vous rentrez sur votre clavier. Hein. Faut pas rêver, c'est pas mieux. Et si vous comparez avec ça, qui est l'authentification, pareil, que vous pouvez avoir sur certaines banques, sur certaines, même néobanques plutôt, je dirais, où vous mettez un coup d'empreinte digitale et puis vous arrivez directement sur vos comptes, non seulement en termes du X, c'est beaucoup mieux parce que vous avez un côté beaucoup moins pénible, mais en plus, si vous raisonnez juste en sécurité ressentie, le ressenti de sécurité, il est bien meilleur à droite qu'à gauche. Même si vous ne connaissez pas le nombre de points que va chercher le capteur d'empreinte digitale sur votre empreinte, vous avez toujours une impression de meilleure sécurité. Et cette impression de sécurité, elle est toujours à prendre en considération quand vous faites un système d'authentification. Et je vais y revenir. Dernièrement, en fait, la sécurité et l'UX ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble parce qu'il y a un lien qui est évident entre les deux. Quand je vous montre les deux applications bancaires entre le chiffre, le code à chiffre et l'empreinte digitale, en fait, l'empreinte digitale, vous ne la notez pas sur un post-it. Alors que le code à chiffre, vous pouvez le noter sur un post-it et c'est comme ça qu'on arrive à des failles de sécurité. Donc, l'UX et la sécurité ont augmenté dernièrement, mais surtout, l'UX et la sécurité sont intimement liés. Et ça, il y a peu de boîtes spécialisées dans l'authentification qui vous le diront parce que ça casse un petit peu quand même une partie de leur business. Mais demander à un utilisateur de mettre un mot de passe hyper long va automatiquement augmenter les chances qu'il l'écrive sur un papier. Et du coup, vous pouvez faire un calcul de combien de temps il va falloir pour craquer un mot de passe. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que sur les sites Internet, vous avez ces petites barres de chargement vert, orange, vert, enfin rouge, orange, vert, pardon, où on vous dit votre mot de passe il est très très sécure, mais derrière vous pouvez faire la même petite barre en vous disant bon ce mot de passe là il a été copié dans un carnet ou il a été écrit sur un post-it et dans ce cas-là votre sécurité elle est morte. Hein. Vous pouvez avoir le meilleur niveau de sécurité sur votre système, le problème ça va être l'utilisateur, ça va être juste avant. J'ai un exemple là qui est récent, hein, c'était dans les reportages pendant le Covid, où au final, pendant un reportage sur une cellule de crise de gestion des admissions du Covid dans un hôpital, vous vous retrouvez avec ce cas-là où ils avaient un login mot de passe qui est écrit en haut d'un écran, et c'est devenu tellement une habitude et tellement normal que même le réalisateur ne l'a pas flouté et que ça choque même plus. Pourtant, en termes de sécurité, on est d'accord qu'on est au niveau le plus bas de ce qu'on peut faire. Là, autant ne rien mettre, hein, parce que de toute façon, vous avez un mot de passe, il est là juste pour faire chier, et vous avez l'écrivé au-dessus de l'écran, donc c'est comme s'il n'existait pas. Maintenant, on va arriver à l'authentification physique, et on va voir en quoi ça peut avoir un lien extrêmement serré, extrêmement fort par rapport à l'authentification logicielle. Si on prend la manière qu'on a d'authentifier physiquement les personnes, c'est-à-dire pour un contrôle d'accès physique, on prend que ce soit les clés de voiture ou les clés de porte, c'est strictement la même chose. C'est théoriquement ce que l'utilisateur possède. Je vais vous dire pourquoi théoriquement. Ou alors, vous avez d'autres systèmes qui sont plus électroniques, mais qui au final ne changent pas énormément de choses. Quand vous avez un digicode sur un portail et que vous savez que le digicode, il a été envoyé, enfin le code, il a été envoyé par SMS, par groupe WhatsApp et compagnie, il est juste là pour faire beau ou pour éventuellement arrêter un voleur sur 5.
Les badges Vigic, mine de rien, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer relativement facilement. Et pire encore, sur les dernières clés de voiture, donc comme celle-ci, donc ça c'est une clé de chez Citroën, c'est des clés ce qu'on appelle les clés main libre, les clés sans contact là. Ces clés-là, elle les met en permanence, ou en tout cas, elle écoute en permanence et elle va émettre sa réponse dès qu'elle va reconnaître le signal de la voiture, contrairement à ces clés-ci, qui, elles, quand vous appuyez sur la télécommande, vont émettre un message qui est un code tournant. Avec celle-ci, si vous arrivez à avoir un système qui récupère le code que la voiture joue et vous arrivez à rejouer ce code auprès de la clé va vous répondre, vous rejouez la réponse auprès de la voiture elle va s'ouvrir et vous allez pouvoir démarrer et partir avec. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, c'est quand même pas top, avec un système d'antenne relais, etc. Bon, ça a été beaucoup médiatisé avec certains vols de véhicules de luxe. Donc, ils ont mis un système qui est tout bête dedans, c'est qu'ils ont mis un accéléromètre. Et en fait, si la clé ne bouge pas, elle n'émettra pas. Parce qu'ils considèrent que voilà, l'utilisateur, il faut qu'il bouge et qu'il soit à côté de la voiture, donc en mouvement pour que la voiture elle s'ouvre. Donc, si vous avez ce genre de clé, vous pouvez faire un test. Vous posez la clé sur le capot, vous fermez la voiture en appuyant sur le bouton. Vous attendez quelques secondes et en fait, vous pouvez essayer de rouvrir la voiture. Ça s'ouvrira pas et dès que vous allez faire bouger la clé, la voiture elle va se rouvrir. Ça reste un espèce de hack de sécurité qui a été fait, qui est un peu quand on le sait, on se dit, ouais, bon, il y avait quand même un gros souci de sécurité et on a fait un bricolage par-dessus. Mais si vous allez regarder les clés des voitures, les deux clés ici ou la clé que vous avez ici, ça, c'est une faille de sécurité en soi parce que la photo suffit à faire une duplication de la clé. Vous prenez en photo les clés de quelqu'un, vous pouvez les dupliquer. On a un exemple, c'est le pass TSA. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. C'est aux US, les douaniers, ils ont le droit d'ouvrir les valises sans la présence des voyageurs. Voilà, c'est les US, on n'est pas étonné. Et donc, il y a une norme qui a été faite qui s'appelle la norme TSA. Ce sont des passes qui permettent d'ouvrir les valises. Toutes les valises à code un peu haut de gamme, vous regardez à côté du code, elle a une petite serrure. Et en fait, cette serrure-là, elle est faite pour pouvoir être ouverte avec un pass TSA. Ce qui s'est passé, c'est quand les passes TSA ils ont été distribués aux douaniers américains, un jour, il y a un douanier américain tout fier d'avoir reçu ces passes TSA. Il n'a rien trouvé de mieux que de les prendre en photo, de les publier sur les réseaux sociaux en disant, ça y est, on a nos nouveaux passes, on va pouvoir ouvrir toutes les valises. Et la photo sur les réseaux sociaux, elle a suffi à faire un petit reverse engineering et donc à refaire un modèle 3D de toutes les clés. Et vous pouvez trouver, ça a été mis gratuitement sur GitHub par un Français, vous pouvez trouver tous les modèles 3D de tous les passes TSA. Donc, vous pouvez vous faire votre propre trousseau de passes TSA ou vous pouvez même en acheter pour 5-6 € sur le net. Et dans ce cas-là, vous ouvrez toutes les valises qui ont cette norme-là. Donc, on a quand même pété toute la norme de sécurité de toutes les valises des douanes américaines, enfin en tout cas le pass des douanes américaines, avec une simple photo sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous allez au restaurant, que vous posez votre trousseau de clés à côté de votre smartphone sur la table, en fait, vous faites une faille de sécurité. Vous faites une faille de sécurité chez vous parce que une photo ou une image suffirait théoriquement à dupliquer la clé. Alors, est-ce qu'on a dernièrement augmenté l'UX sur nos contrôles d'accès? En fait, j'ai presque envie de dire pas vraiment. Alors la deuxième photo, c'est une photo qui a été prise à Antibes sur l'entrée d'une résidence. Et comme c'est un endroit assez vacancier, tout ce que vous voyez en bas, là, les 3 boîtes, ce sont des boîtes à clés. Donc, il y a un digicode, un petit code à 3 ou 4 chiffres. Et dedans, il y a les clés des appartements qui sont en location Airbnb, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous louez des fois des appartements Airbnb, en fait, vous avez accès juste à une boîte à clés. Donc, le niveau de sécurité, il n'a pas été franchement augmenté. C'est pas quelque chose qui a changé depuis des dizaines d'années. Si on regarde la définition même du protocole hôte, on nous dit que c'est un protocole standard qui est ouvert en plus, hein, c'est très intéressant, pour déléguer les accès pour les utilisateurs sur Internet pour donner accès à des applications ou à des sites web, à des informations ou à une authentification, en tout cas, sans qu'ils donnent leur mot de passe. Mais en fait, pourquoi on n'utilise que les applications ou les sites web? Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas au final ouvrir des portes avec autre? Dans le fond, si ça peut ouvrir une application, ça doit bien pouvoir ouvrir une porte.
Eh ben en fait, on a vu dernièrement, si vous avez la chance d'avoir une Tesla Model S, alors les Model 3 c'est légèrement différent, mais la Tesla Model S fait que vous approchez de la voiture ou en tout cas dès que vous avez une action sur le téléphone, vous pouvez ouvrir la voiture directement depuis votre téléphone et vous pouvez aussi déléguer l'ouverture de la voiture à un autre utilisateur Tesla à condition d'avoir son compte. En regardant un petit peu les API, en faisant un petit peu de reverse engineering sur les API de Tesla, on se rend compte qu'il y a une API qui s'appelle owner.teslaMotors.com. Voilà, on ne peut pas l'inventer celle-là. Donc, vous avez l'ID du véhicule, vous avez les commandes et vous pouvez faire un door unlock. Et donc, vous faites cet appel-là avec un authorization header, un access token. Et dans ce cas-là, vous ouvrez la voiture. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre appel, il part sur les API de Tesla. Donc, Tesla, c'est son cloud. Je pense qu'il doit quand même y avoir du matériel, la mine de rien. Et donc, ils vont redescendre l'information, ils vont redescendre l'ordre d'ouverture de la voiture depuis le cloud. Ça a donné lieu à des situations un petit peu loufoques où il y a eu un cas en Californie où ils sont allés se promener avec leur Model S au milieu du désert. Ils sont sortis de la voiture s'est verrouillée, et comme ils n'avaient pas la clé sur eux, la clé qui permet avec la télécommande, et qu'ils n'avaient que le téléphone, la voiture n'ayant pas accès au réseau, et bien en fait la voiture n'a jamais pu s'ouvrir. Et donc ils étaient comme des idiots à appeler l'assistance pour pouvoir rentrer chez eux, récupérer le double de clé de la voiture pour pouvoir aller récupérer la voiture derrière. Ça veut dire que la voiture, si elle n'a pas de connexion, elle ne peut pas s'ouvrir. Et surtout, ce qui nous dérangeait beaucoup plus quand on a vu ce truc-là, c'est la flèche descendante. La flèche descendante d'un serveur vers un device, c'est ce qu'il y a théoriquement de plus compliqué à faire, ou en tout cas, c'est pas ce qui est de plus évident. Alors que si on reprend en haute dans son standard, on fait le login, on a une redirect qui est faite pour pouvoir récupérer un authorization code ou carrément l'access token, ça c'est pas la question. Et après avec notre token, on va appeler notre service. Donc ce que j'ai appelé l'API Gateway, on appelle notre service, qui vont appeler d'autres services avec des request response. Et quand on a une requête qui arrive sur un backend avec un token, le token il est vérifié avec l'endpoint, soit l'endpoint token introspect, soit juste un endpoint token. Ou alors on vérifie juste la signature du token dans le cas si c'est un GWT. Et on a une réponse qui est faite et qui est renvoyée à l'utilisateur. En reprenant ce schéma-là et en changeant 3-4 choses, si on authentifie l'utilisateur sur un mobile et qu'on trouve un moyen de passer notre token à la porte, elle peut appeler un backend et le backend, il peut lui dire l'utilisateur, il a accès ou il n'a pas accès. Strictement de la même manière que quand vous faites un login ou Facebook sur Tinder. C'est strictement la même chose. Et la difficulté qu'on a rencontrée, le principal problème, c'était comment on va pouvoir passer notre token depuis le smartphone de l'utilisateur vers la porte. En fait, il n'y avait pas quelque chose qui était si évident que ça. Et deuxième intérêt à ça, c'est que c'est la porte qui interroge un backend et le backend répond. Contrairement à Tesla où l'appel il est descendant, nous, c'est la porte qui va appeler le backend et en réponse HTTP, on va donner un accès ou pas le donner. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour notre login, on a utilisé Keycloak. Donc, on a un Keycloak qui est déployé avec quelques milliers d'utilisateurs dessus. On fait une authentification de tout ce qui est de plus standard. On récupère un token. On a trouvé le moyen, en encodant le token dans un code QR. J'ai eu cette idée-là quand je suis allé à l'aéroport et qu'on badge avec nos billets d'avion sur le mobile. En fait, quand vous ouvrez le billet d'avion, vous avez un code QR. Le code QR, il contient juste l'ID du billet d'avion. En fait, au moment où vous badgez sur le portique, là, c'est super rapide parce que la reconnaissance d'un code QR, c'est quelque chose qui se fait super rapidement. Donc, une fois qu'on a récupéré notre token, on l'a encodé dans un code QR, ou alors on peut aussi le passer en Bluetooth. Pour certaines portes, ça peut être utile. Et au moment où la porte récupère le contenu du code QR, en fait, elle récupère un token. Et le token, c'est pas grave qu'il se balade sur le code QR parce que c'est plus ou moins fait quand même pour se balader en clair. On envoie une requête à notre serveur sur notre produit qu'on a appelé The Access. Et c'est le serveur qui va décider ou non si la porte, elle doit s'ouvrir ou pas. Tout simplement. Ça va résoudre un énorme problème qui est le problème du turnover que vous avez dans une boîte. Plus vous avez de turnover, plus vous avez de problématiques de contrôle d'accès. Quand vous avez une gestion des badges manuels, que vous avez des utilisateurs qui arrivent, qui repartent, que vous avez des consultants, etc.,
vous passez votre vie aussi, alors c'est pas vous, hein, généralement c'est les services généraux. Les services généraux passent un super moment à configurer tous les badges d'accès, à révoquer les badges qui ne sont plus utilisés, et vous pouvez être sûr, ça pour l'avoir vu et revu, qu'il n'y a aucune boîte où l'annuaire de la porte, ou en tout cas l'annuaire du contrôle d'accès, correspond exactement avec l'annuaire de la boîte. Vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un badge qui se promène, vous avez un badge qui est perdu dans la nature, etc. Ça nous permet, en fait, nous, vu qu'on élimine toute la notion d'annuaire côté porte, côté contrôle d'accès, eh bien, il n'y a que l'annuaire de la boîte qui est la source de vérité. Si vous prenez une boîte qui a un Google Apps en interne, eh bien, la dernière brique qui manquait à connecter au Google Apps, c'était la porte. Donc, vous vous connectez, vous ouvrez la porte avec votre compte Google professionnel, sans aucun souci. J'ai pris une checklist toute bête, j'ai pris ça sur process.st, qui est l'inboarding, en fait, quand vous avez un nouvel utilisateur. Et grâce au SSO, et en plus, si on prend notre solution, on voit qu'on a au moins 5 tâches qui, en fait, est fait en une seule. Et la première qu'on nous donne, c'est Give Building Access. Ce qui est pénible, c'est que dans beaucoup de grosses boîtes, c'est pas le même service qui donne l'accès à la porte que celui qui va donner l'accès à l'IT. Pourtant, c'est quelque chose qui est lié, ça reste de l'accès, ça reste de l'authentification. Donc, on va remettre toute l'authentification au sein du même. Et donc, on va avoir un SSO pour ça et on voit que c'est une tendance qui est très, très claire et qui est vraiment montante. Donc, on a fait une app mobile. C'est même pas une app, c'est même pas une app mobile, par contre, c'est une app web. C'est une progressive web app. Ça utilise le protocole O2 standard. On utilise un token exchange pour des raisons d'UX. On se connecte avec Google et on récupère le token Google qu'on va échanger pour un token de chez nous avec l'opération token exchange sur notre Keycloak. Et on récupère un code. Alors, en fait, on ne récupère pas, on ne va pas faire un token, un access token encodé en JWT, parce que le token, il va être beaucoup trop gros. Donc, on a légèrement modifié la chose pour que ça nous génère juste un UID, un ID de session. Cet ID de session, on l'encode dans un code QR, ou alors on est capable aussi de l'envoyer en Bluetooth à la porte. Au niveau de la porte, on a été forcément obligé de déployer nos propres modules, mais c'est quelque chose d'extrêmement simpliste. On a pris des lecteurs de code QR. Alors, lecteur de code QR, ça va de 5 à 5 000 euros, en passant par tous les prix, par tous les constructeurs, avec toutes les normes possibles et imaginables. Et il faut savoir que celui à 5 euros lit extrêmement bien les codes QR sur les écrans de téléphone. Il n'y a pas des performances vraiment dingues à avoir un lecteur à plusieurs milliers d'euros. Par contre, il y a plus de résistance, il y a plus de maintenance, etc. Il nous fallait un petit module connecté qui puisse à la fois récupérer ce code et faire un appel HTTP sur notre plateforme pour pouvoir récupérer la réponse. Alors, le Raspberry Pi, c'est ce qu'il y avait d'une de plus simple, c'est ce qu'il y avait de moins cher et ce qu'il y avait de trois de ce qui parle le plus aux clients. Donc, on a l'avantage d'en avoir à disponibilité partout sur le marché. Donc, c'était plus facile pour nous d'utiliser du Raspberry Pi, même si c'est beaucoup, beaucoup trop puissant par rapport à ce qu'on lui demande. Mais voilà, c'est ce qu'il y avait de moins cher, ce qu'il y avait de plus facile à déployer. Ça fait juste une requête GET toute simple. Et la requête GET, elle est faite avec l'ID de la porte. Évidemment, on est obligé d'identifier la porte. Et avec l'ID qui était dans le code QR. Et là, la plateforme, elle répond HTTP 200 ou HTTP 401. Si ça répond 200, la porte est s'ouvre. Si ça répond 401, il ne se passe rien. On a fait un applicatif qu'on a déployé sur validator.theaccess.io. Ça se comporte exactement de la même manière. Vous scannez le code QR et ça vous dit si vous avez le droit ou si vous n'avez pas le droit. Et vous pourrez voir que sur tout le site de The Access, vous avez toutes les démos qui sont disponibles. Ce qui fait que le code qu'on a eu embarqué, comme je vous ai dit, ça fait juste une requête GET avec le token et ça récupère la réponse. Donc, en fait, notre code, il est juste fait en bash. En fait, on a quelques lignes de bash où l'idée, c'est d'écouter le token sur l'entrée standard parce que le lecteur de code QR, en fait, il est vu comme un clavier USB, un périphérique HID. Donc, on écoute le token entrant. On va aller récupère le token, on enlève la fin parce qu'en général, il y a le retour chariot. On fait un curl vers notre plateforme, on récupère le code HTTP. Et après, en fonction du code, s'il est 200, on va juste fermer un GPIO, donc fermer un relais pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, ordonner au contrôleur en fait d'ouvrir la porte. Et pour pouvoir manager un petit peu tout ça, on a cherché beaucoup, beaucoup de choses et on n'a pas eu d'autre choix que de développer notre propre plateforme
Donc, c'est une plateforme d'autorisation, c'est pas une plateforme d'authentification. Et donc, on va définir des autorisations, que ce soit des autorisations plus ou moins généralistes. Là, l'exemple que je vous donne, c'est qu'on est capable de donner accès à tous les utilisateurs d'une Google Suite. Donc là, en l'occurrence, la Google Suite Please Open It, ce qu'ils appellent organisation Google Suite. On donne accès à tous les utilisateurs qui sont dans l'organisation Please Open It. Et on a donné aussi accès à un email à visiteur@gmail.com. Ça donne quoi? Ça donne que dès qu'on va avoir un nouvel utilisateur qui va être enregistré sur l'organisation Please Open It, ben, il va hériter automatiquement de tous les accès de l'organisation. Donc, on n'a même plus théoriquement besoin de se connecter à cette interface de gestion des droits, puisque un simple ajout ou une simple suppression, pardon, d'utilisateur, bah, l'utilisateur, s'il n'existe plus, il ne peut plus s'authentifier. Donc, automatiquement, s'il ne peut plus s'authentifier, il ne peut plus ouvrir la porte. C'est aussi simple que ça. Et on a rajouté des couches d'autorisation qui étaient vraiment spécifiques en fait au contrôle d'accès. Notamment, ce qu'on nous a beaucoup demandé, c'était les dates, enfin les heures dans les jours de la semaine. Donc, on va définir des règles globales. On va dire que tous les utilisateurs, ils peuvent ouvrir qu'entre 8h et 18h du lundi au vendredi. Et on va pouvoir aussi définir des restrictions plus spécifiques par compte utilisateur ou par organisation, si on veut. On est totalement libre de faire ce qu'on veut. Donc, on peut donner aussi une autorisation au visiteur. Le visiteur, bah, il est là du 8 au 10 et on lui donne l'accès juste du 8 au 10. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on est devenu SSO pour les portes. Alors, on est les premiers à le faire. On a cherché plein d'autres offres. Il n'y a rien eu de similaire. De par le design de la chose, c'est du one time key. Parce que quand vous vous authentifiez, nous, on vous fait un token et le token, il a une validité. Là, en l'occurrence, on l'a mis par défaut d'1 minute. Mais dans la prochaine version qu'on va proposer, ça va même être paramétrable. C'est-à-dire que chaque fournisseur va pouvoir définir la validité d'un token. Donc, vous allez obliger l'utilisateur à être devant la porte, à s'authentifier sur son mobile, à badger. Et une fois que l'utilisateur il a badgé, on va révoquer aussi le token. On va hériter de tous les principes et de tous les niveaux de sécurité du provider. Ça, c'est l'énorme intérêt que vous avez d'utiliser un login with Google. Parce que vous allez pouvoir avoir de la vérification avec un deuxième facteur. Vous allez pouvoir avoir de la géolocalisation d'IP, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous connecter en même temps avec une IP française et une IP polonaise. Ça, il va vous le refuser. Et puis, bah, vous vous occupez pas de cette partie-là, donc c'est forcément beaucoup moins de maintenance à assurer sur vos services. Et du coup, nous, c'est aussi beaucoup moins de maintenance à assurer sur les contrôles d'accès. On assure la maintenance de notre applicatif. Comme notre applicatif, bah, c'est quelque chose de relativement simple, bah, c'est très facile à faire monter en charge et à dupliquer. Et on le propose aussi en on-premise. Donc voilà, vous n'avez pas forcément à vous occuper de ça. Et donc, ça donne quoi dans un cas d'usage réel? Eh bien, on est face à la porte, on a fait un login with, on a ce code QR, on badge et la porte elle va s'ouvrir, sachant que sur notre plateforme, eh ben, on vous garantit qu'une ouverture, elle est vérifiée dans les 300 millisecondes. On a fait le système de cache qu'il fallait et donc on est capable d'ouvrir une porte en 300 millisecondes, donc de décider si l'utilisateur il est authentifié, de décider, de vérifier donc, parmi toutes les règles que vous avez définies, qu'il a le droit de rentrer ou pas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez essayer la chose, vous allez sur theaccess.io. On a des offres gratuites, donc vous pouvez faire 1000 ouvertures. On a des applications qui vous permettent de simuler la porte si vous voulez pas forcément déployer du matériel sur vos portes. On est en train de déployer un système qui permet aussi d'avoir votre propre app de login. On a un SDK qui permet de faire l'app de login dans quelque chose que vous avez déjà. Voilà, il ne faut pas hésiter. Surtout, envoyez-nous vos remarques si jamais vous avez besoin d'autres choses spécifiques. Merci à tous. Voilà, j'ai fait mes 40 minutes. Merci à tous. Si vous avez des questions, je vous y attends dans le chat. Il y a quelques questions que tu peux répondre déjà avant de passer sur le chat, qui sont dans l'onglet Q&A à droite. Horacio, parle plus dans ton micro, on ne t'entend pas bien. Oui, s'il te plaît. Pardon, je disais, il y a quelques questions à droite, c'est l'onglet Q&A, et j'avais le micro sur la tête, donc c'est normal.
Alors, les serveurs d'autorisation, vous utilisez vos propres serveurs, pas celui de Keycloak. Non, Sébastien, puisque nous avons fait des tests avec celui de Keycloak et que pour faire des accès avec des récurrences, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 18h, c'était déjà compliqué. Et le jour où on nous a demandé de faire c'était une synchronisation avec un Google Agenda, en fait, en gros, avec un calendar. Là, il y avait vraiment plus ce qu'il nous fallait dans Keycloak. Donc, on a écarté l'idée d'utiliser Keycloak parce que ça matchait vraiment pas avec nos besoins. C'est vraiment très, très particulier, en fait, les notions de contrôle d'accès. Le calendar, ce qu'on a fait, c'est que quand il y a un utilisateur qui badge, on vérifie que dans le calendar, sur le rendez-vous en cours, c'est-à-dire à l'heure à laquelle la personne badge, la personne, elle est bien dans la liste des invités de l'événement. Ça, le faire avec Keycloak, voilà, c'était vraiment pas possible. Alors, les assurances couvrent les bâtiments contenant ce genre de porte. Alors, c'est une question que je me pose. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on a des boîtes, on en a vu beaucoup. On ne s'est pas trop posé la question encore aujourd'hui des assurances, mais on a vu des portes qui ont été faites avec des serrures 3 points où en fait il y avait 2 clés différentes et on voyait galérer. Ils faisaient des duplications de clés dans tous les sens. Et je leur ai dit mais pourquoi vous mettez ça si vous distribuez des clés dans la nature? Et ils nous ont juste dit en fait c'est l'assurance qui nous a demandé ça. Pour pouvoir protéger nos locaux. Mais la protection des locaux, et là où on a vu plus de vulnérabilité, elle n'est pas quand la porte elle est fermée, elle est justement quand la porte elle est ouverte. Si tu fais le test d'aller te promener dans un incubateur, en général, les incubateurs c'est quelque chose qui est le plus révélateur. Tu rentres, tu es chez toi, tu rentres n'importe où, tu fais ce que tu veux. À partir du moment où il y a du monde et tu arrives à te fondre un petit peu dans la masse, tu fais ce que tu veux. Alors qu'effectivement, si tu commences à fracturer une porte à coups de pied de biche à minuit et demi, tu vas être de suite suspect. Et on a fait des audits de sécurité. J'ai fait un audit de sécurité dans une boîte. Je suis arrivé à 10h du matin. Les portes se sont ouvertes devant moi. Il n'y avait personne à l'accueil. Et j'ai fait le test. Je suis monté dans les étages et j'ai visité les 7 étages de la boîte sans que personne ne me demande ce que je foutais là. Okay. Bon. Bah, merci encore pour ce super talk, Mathieu. Alors, il y a Henri qui me demande le lien vers notre GitHub. Donc, je vais t'envoyer le lien vers notre GitHub, puisqu'il y a notamment l'outil de bash Aude, puisque j'ai vu une question passer aussi là-dessus. Et il y a aussi l'extension. Oui, voilà, Henri, Aude bash. Donc, tu as le projet dedans, OIDC bash. Et donc, tu vas pouvoir faire toutes les actions que l'on peut faire sur OpenID Connect avec notre script bash et avec plein d'arguments derrière. Tu vois, c'est assez rigolo, c'est assez prenant. Et tiens, une dernière question dans le Q&A. Le système de cache permet-il d'accéder, d'ouvrir la porte en cas de panne de réseau? Alors, non. C'est-à-dire, on s'est beaucoup posé la question. On a essayé de faire même des systèmes de token offline. Et à chaque fois qu'on a essayé d'évaluer ce niveau de sécurité, en fait, on a plutôt conclu que c'était mieux sécurisé, plus facile de mettre une clé 4G avec un forfait free à 2 € que d'aller chercher des systèmes offline. Parce que le forfait free à 2 € avec 50 mégas de data, on est capable de faire des dizaines de milliers d'ouvertures par mois. Parce que comme notre appel HTTP, c'est un appel GET avec 2 UID en fait en paramètres et que la réponse c'est vide hein, quasiment, enfin c'est juste un code HTTP. Vous avez tellement peu de données qui circulent là-dessus que en 4G ça se passe très bien, enfin ça se passe même très bien avec beaucoup moins de débit que la 4G. Et que c'était vraiment chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Il vaut mieux dupliquer la connexion Internet que d'aller chercher à faire des tokens offline ou des choses en cache. Et j'ai vu dans le chat aussi, on m'a dit oui, on peut imprimer un code QR sur un papier. Alors oui, on peut imprimer un code QR sur un papier, sauf que notre code QR, il a une durée de validité maximum de 1 minute. La descendre s'ils veulent à quelques secondes. Donc, imprimer un code QR, il va falloir que tu l'imprimes et que tu ailles le badger dans la minute. Ce qui va être beaucoup plus compliqué. Et bon, on se retrouve dans la salle pour d'autres questions. Merci. Eh bien, n'hésitez pas. Merci. Merci à tous. Merci Mathieu.